Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver toujours en si grand nombre pour la dernière de la saison. Bonjour Francis. Bon midi Isabelle. Bon midi. Alors Francis, tu accompagnes les pros du marketing, des communications, des médias sociaux dans l'atteinte de leur objectif d'affaires à l'aide de la création de contenus médias sociaux, la publicité numérique, les live streams et les podcasts. D'ailleurs, tu réalises en ce moment et animes le podcast Le Social Show qui met de l'avant les coulisses des créateurs de contenus numériques. Oui, tout à fait. Puis c'est un podcast qu'on fait en collaboration avec la belle gang d'Isarta. Fait que c'est un beau podcast pour tous les gens qui veulent en apprendre un peu plus sur les dessous de la création de contenu par certains créateurs, des professionnels des médias sociaux puis du marketing numérique au Québec. On va mettre le lien tout à l'heure pour justement pouvoir pour que les participants puissent accéder à ton podcast. Alors avant de commencer, je vous invite à activer votre chat en inscrivant votre nom à la droite de votre écran. Vous pourrez poser vos questions à Francis et échanger entre vous. C'est important parce que nous, on veut vraiment que ce soit très interactif, mais par le pied du chat. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Francis qui va vous dévoiler le framework Code 7X. Merci Isabelle. On a l'écran activé avec la présentation. Bon midi, Martine, Geneviève, Gabriel, Vincent. Content que vous soyez là ce midi. En attendant que tout le monde se connecte, là, parce qu'on sait les fameux meetings, là, ça prend toujours un peu de temps avant que ça se termine. On arrive en retard, le temps d'aller chercher notre lunch, toute l'équipe. En attendant que tout le monde se connecte, peut-être j'aimerais ça voir dans les commentaires, peut-être me dire présentement, c'est quoi votre défi numéro 1 avec la création de contenu? J'aime toujours voir un peu c'est quoi les points de douleur, les challenges des gens quand il y a le temps de créer du contenu. Puis c'est justement un peu le sujet là, de ce framework-là, de ce dévoilement aujourd'hui que je vais faire du fameux Code 7X. Le Code 7X, c'est un framework que j'ai développé au fil du temps pour essayer de simplifier vraiment la compréhension des gens par rapport à la création de contenu. Fait que c'est ça que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de le faire aussi en collaboration avec l'équipe d'Isarta. L'équipe d'Isarta qui sont toujours là pour me soutenir dans mes projets, que ce soit les balados, les podcasts. J'ai la chance d'offrir plusieurs formations en lien avec la création de contenu puis les médias sociaux sur la belle plateforme d'Isarta. Donc, je voulais prendre le temps de dire merci à toute l'équipe. Puis pour moi, c'est important justement de dévoiler pour la première fois ce framework-là que j'ai développé au fil des ans. Fait que on va avoir la chance d'en parler un peu plus en détail. Ouais, donc là, je vois Sabrina qui dit la portée des publications. Ouais, la portée pour tout le monde, c'est quand même un challenge. Martine qui parle de la constance, le côté créatif, développer des nouvelles idées. Ben, j'espère que le framework aujourd'hui va vous amener peut-être cette ouverture-là, cet espace-là à développer des nouvelles idées. Le défi de générer de l'interaction, de l'engagement, tout ça, c'est vraiment des challenges. Mélodie qui dit qu'il y a beaucoup d'étapes pour publier, peu d'automatisation. Effectivement, ça fait partie un peu des réalités de la création de contenu. Fait que merci de partager dans le chat là, vos points de douleur, vos défis. À Anne qui dit bien connecté avec les entreprises, le B2B, c'est pas simple dans la création de contenu. Ouais, c'est vrai que le B2B, ça peut être un défi parfois, mais un des éléments clés par rapport au B2B, c'est toujours de se souvenir que on continue de faire affaire avec des êtres humains, puis que ces êtres humains-là, ils ont des points de douleur, ils ont des questions qui se posent, puis c'est de revenir à l'être humain, même si on est dans le B2B. Fait que good, fait que je suis content de vous lire, content de voir un peu vos pain points. Puis là, on est à un midi express, une petite conférence midi express. Fait que je me suis dit, je vais vous donner l'eau à la bouche pour le code 7X pour débuter cette petite présentation-là, cette courte présentation-là qui se veut vraiment un aperçu du framework que j'ai développé. Puis, s'il y en a qui me connaissent, qui sont là et qui me connaissent, vous avez sûrement entendu parler de ma passion et de mes burgers probablement.
Fait qu'aujourd'hui, je vais faire un petit parallèle entre la création de contenu puis la cuisine. Donc moi, j'adore cuisiner. Puis quand je cuisine, je suis jamais aucune recette. Ce que j'aime surtout, c'est aller développer des idées de plats. Puis après ça, j'improvise vraiment beaucoup quand je fais ma création de contenu. Puis quand j'ai commencé à cuisiner des burgers, ben je me suis inspiré quand même d'une recette qui avait des ingrédients puis tout le kit. Mais après ça, moi, quand vient le temps de l'exécuter, je l'exécute à ma sauce, à moi. Hein? C'est moi qui est là puis qui est en train de créer chacun des burgers que je produis. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, j'adore les burgers, puis j'ai des cousins que j'adore, puis ces cousins-là, eux autres aussi trippent ces burgers, puis ils en font aussi. Mais ce qui est fou, c'est que même si on fait à peu près la même recette de burger, ça donne jamais le même résultat. Puis que ce soit mes cousins, que ce soit moi ou quoi que ce soit, ben ça donne tout le temps des résultats différents. OK? Puis je sais que dans la création de contenu, il y a beaucoup de gens qui recherchent comme une recette secrète où on cherche à trouver la bonne manière de créer du contenu. Puis aujourd'hui, je voulais vraiment faire le parallèle entre la bouffe et la création de contenu parce que pour moi, c'est très similaire. Parce que quand vient le temps de créer du contenu, si on se limite à une recette, ben ça veut pas dire que ça va bien fonctionner. On a beau suivre la recette de Ricardo qui a tous les ingrédients, c'est dans l'exécution que ça se passe. Puis donc, il n'y en a pas vraiment de recette magique avec la création de contenu. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent comme la recette magique, comme à quelle heure je dois publier, la quantité de publications que je devrais faire dans une semaine, par jour, etc., par plateforme. Puis tout ça, c'est des questions qu'on se pose, mais c'est pas les bonnes questions. Hein? La clé dans notre création de contenu, c'est surtout d'avoir les bons ingrédients pour avoir une recette. Puis au-delà des ingrédients, ça va être dans l'exécution qu'on va en faire. Puis dans cette exécution-là, encore une fois, il n'y a pas une manière unique d'exécuter. C'est pas rare qu'on voit des créateurs de contenu qui font quelque chose de bien. Puis après ça, tu les écoutes dans un podcast, ils t'expliquent comment ils font, puis finalement, tu es comme déçu parce que eux autres mêmes, ils ont de la misère à t'expliquer pourquoi ça marche, leurs affaires, right? Je sais pas si vous avez déjà écouté ce genre de podcast-là. Moi, je suis quand même un geek de création de contenu. Fait que j'écoute plein de podcasts en lien avec la création de contenu, puis la majorité des gens ne comprennent même pas quand ils créent du contenu pourquoi ça fonctionne bien ou pas. Puis c'est ça la clé. Hein? Même moi, quand récemment j'ai fait des burgers, encore la même recette, j'ai l'impression d'avoir fait la même affaire, mais pour une raison que j'ignore, tout le monde capotait encore plus sur cette recette de burger-là que d'habitude. Fait qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens d'entre vous qui avez des problématiques avec la création de contenu, des défis, des challenges. Puis l'objectif d'aujourd'hui, c'est un peu de vous inspirer aussi, puis de vous sortir d'un cadre. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est Frank, c'est un framework que tu nous donnes. Fait que oui, c'est un cadre que je vais vous donner pour vous aider dans votre création de contenu, mais pour moi, la clé, ça va être surtout que vous trouviez votre touche unique à vous. OK? Puis cette touche unique-là, c'est ça qui va faire que ça fonctionne ou pas. Pareil comme quand moi je fais mes burgers, hein, j'ai les mêmes ingrédients tout le temps, mais des fois j'ai une petite touche qui fait que les gens réagissent plus à cette recette-là. Mais c'est la même affaire dans votre création de contenu. Puis ce que je remarque, c'est que les gens ont peur justement de développer cette unicité-là puis d'aller créer un contenu qui est différent. On essaye de créer du contenu qui ressemble à ce qu'on a vu, qui s'inspire, puis ci, puis ça, puis faut se donner de la place pour trouver votre touche unique. Cette touche unique-là, de la manière de la développer, hein, c'est d'arrêter de se concentrer sur qu'est-ce que les autres nous disent de faire. Puis c'est pour ça que je voulais trouver une manière d'expliquer c'est quoi la création de contenu de manière à ce que ce soit stratégique puis qu'on ait comme tous les ingrédients pour s'assurer que ça performe bien, qu'il y ait un résultat qui nous maximise les chances de réussir, mais sans que vous soyez pris justement dans un cadre puis que ça vous laisse quand même de la place pour que vous puissiez créer. Fait que c'est un peu ça l'objectif de Code 7X aujourd'hui. Donc, c'est vraiment que vous puissiez avoir tous les ingrédients en main, puis qu'après ça, c'est à vous à partir de là. Puis dans le fond, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vous dites « Hey,
je sais pas pourquoi, quand je viens pour créer du contenu, c'est tout le temps compliqué. Il me semble que ça devrait être ça, là. Hein? Ça, c'est comment vous pensez que c'est pour tout le monde. Hein? Tout le monde, on pense que le processus de création de contenu, on a notre idée, on fait nos recherches, on fait notre rédaction, notre montage, notre design graphique, peu importe, on publie puis c'est fini. Mais c'est bien plus complexe que ça. OK? En réalité, pour la majorité des gens, c'est comme ça que ça se passe pour vrai. Hein? Donc, syndrome de la page blanche où tu as trop d'idées, tu sais pas quelle idée avec laquelle commencer. Puis là, tu commences à faire de la recherche d'inspiration où tu essaies de trouver. Puis là, finalement, tu fais un peu de procrastination active. Tu dis, je vais aller scroller un peu pour aller trouver des idées, pour aller m'inspirer. Là, finalement, 15-30 minutes passent, tu perds ton temps, tu n'as pas avancé, tu changes d'idée 7 fois avant de trouver le bon angle. Puis encore là, tu commences à te mettre à ta rédaction, tu rédiges. Ça marche pas comme tu veux. Tu repars scroller. Hein? Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent là-dedans. Fait que on vit tout ça. Puis, tu sais, oui, on est dans du marketing. Hein? On est là pour faire de la business, puis atteindre des objectifs, puis générer des résultats. Mais on oublie un élément clé, hein, c'est qu'on est dans la création. Puis justement, récemment, j'ai participé à un dévoilement là, un vernissage de peinture. Puis je parlais à l'artiste, tu sais, puis avec elle, on parlait de son processus créatif parce que moi, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup. Puis j'en parle avec mes clients, j'écoute des podcasts, puis j'en parle avec tout le monde. Puis tu sais, le processus créatif, il est difficile pour tout le monde. Fait que quand on est dans la création de contenu, déjà, créer une œuvre, c'est compliqué. Imaginez-vous quand on doit créer une œuvre, puis qu'en plus de ça, cette œuvre-là doit générer des résultats, puis qu'en plus de ça, ben on est pressé dans le temps, on manque de temps, puis on a des deadlines, puis ben c'est sûr que c'est pas évident la création de contenu. Puis justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la création de contenu, ben c'est juste créer, puis c'est juste comme d'être créatif, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. OK, fait que là, roulement de tambour. Je vais vous dévoiler c'est quoi le framework là, du code 7X sur la prochaine slide. OK? Fait que c'est là que ça se passe. Je suis un peu nerveux parce que c'est la première fois que je l'explique que je le montre. Fait que j'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Donc, le code 7X, c'est quoi? C'est vraiment 5 étapes clés de votre création de contenu. Puis là, je dis c'est des étapes, mais en fait, c'est pas des étapes, c'est vraiment des ingrédients. OK? C'est 5 éléments clés, c'est 5 éléments fondamentaux de votre création de contenu. Puis justement, si je reviens sur l'autre slide avant, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le point de départ, c'est créer, c'est l'idée, hein, puis ça devrait partir de là. Mais moi, à force de faire des entrevues sur le Social Show pour poser des questions aux gens en lien avec leur processus unique à eux de création de contenu, moi, je me suis rendu compte que justement, il n'y en a pas vraiment de point de départ unique. On a tous notre manière un peu qui est différente. Puis pour moi, c'est important que vous compreniez cet aspect-là, c'est qu'il n'y en a pas de magie, de recette magique. Mais dans votre création de contenu, ce qu'on souhaite, c'est qu'il devrait y avoir ces 5 éléments fondamentaux-là, ces 5 ingrédients pour s'assurer que notre contenu performe bien. Puis justement, souvent, on est en mode créer. OK? On veut créer. Mais au-delà de la création, ce qu'on veut, c'est surtout que notre création soit stratégique. Puis souvent, ce que je remarque, c'est ça, on crée un contenu, mais il y a plein d'autres éléments qu'on oublie dans notre processus. OK? Donc, c'est vraiment de ça qu'on va jaser ce midi ensemble avec le code 7X. Fait que pourquoi, dans le fond, j'ai développé le code 7X? C'est vraiment parce que je voulais trouver une manière de simplifier un peu tout ce que j'avais dans ma tête. OK? Fait que moi, ça fait des années que je fais de la création de contenu de manière professionnelle, que ce soit à mon compte, que ce soit avec pour des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ou pour des entreprises que j'accompagne. Ben pour moi, c'est rendu simple de toujours ramener ça à OK, c'est quoi tes objectifs d'affaires, c'est quoi ta clientèle cible, c'est quoi
c'est comment on trouve, comment on diversifie nos contenus, comment on fait ci, comment on fait ça. Pour moi, dans ma tête, c'est super intuitif. Puis, je me suis rendu compte que toutes mes formations, à chaque fois que je donnais des formations, j'avais toujours un peu la même structure. À chaque fois que je faisais de l'accompagnement, je revenais tout le temps avec les mêmes questions. Puis, je voulais essayer de trouver une manière de simplifier ça pour que vous puissiez l'avoir en tête. Puis, on va se le dire, la création de contenu, non seulement c'est compliqué, mais c'est complexe aussi. Je sais pas si vous savez c'est quoi la différence entre complexe et compliqué. Hein? C'est deux mots qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue, hein? Puis qui est pas fixe. Fait que c'est quelque chose qui est complexe. C'est en constante évolution. La création de contenu pour les médias sociaux, c'est ça. C'est en constante évolution. Quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui intègre plusieurs éléments, hein? Qui a vraiment beaucoup de stock dedans. Puis là, tu dis, OK, là, faut intégrer tous ces éléments-là. Ben, la création de contenu, c'est et complexe et compliqué à la fois. Fait que s'il y en a d'entre vous qui êtes découragés des fois, ben c'est normal parce que non seulement c'est compliqué, mais c'est complexe en plus la création de contenu. Puis le code 7X, il est là pour essayer de justement vous permettre de simplifier ça dans vos têtes, puis avoir vraiment un petit framework qui vous permet de dire rapidement cocher dans votre tête comme OK, est-ce que j'ai pensé à tout dans ma stratégie puis dans ma création de contenu. Donc, on y va. Fait que, vous voyez ici, là, on va commencer dans... Ça va être l'ordre dans lequel je vais vous le dévoiler. OK? Fait qu'on va commencer par la création stratégique, l'optimisation des contenus, la distribution et la déclinaison, l'évaluation des performances puis l'amplification. Ça, c'est comme les 5 éléments clés. Mais pour moi, il n'y a pas d'ordre. OK? Parce que justement, vous avez toute votre manière de travailler. OK? Fait que ça va être à vous d'adapter le framework à votre manière de créer. Si toi, tu pars ta stratégie de contenu en pensant à une idée, ben, il n'y a pas de problème que tu penses à ton idée. Mais ton idée, il va falloir que tu t'assures que tu aies optimisé ton contenu, que tu aies choisi le bon format de contenu, t'assurer que cette idée-là, ben, que tu la déclines au maximum, puis que tu la distribues sur un maximum de plateformes aussi. Puis après ça, ben, c'est tout ça ensemble qui vont faire que ta stratégie de contenu va performer. Puis, souvent, on parle de la notion de la qualité du contenu aussi. La qualité d'un bon contenu, c'est pas le temps qu'on a mis dessus. C'est quand on est capable de maîtriser tout ça, puis que ça devient intuitif pour nous d'intégrer tous ces éléments-là dans notre stratégie de contenu. Puis après ça, c'est pas le temps que tu vas avoir mis à créer un contenu qui va faire la différence, c'est est-ce que on a un peu de tout ça à l'intérieur de notre stratégie de contenu. C'est bon? All right. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas d'y aller dans le chat. Je vais garder un œil là-dessus. Donc, on va parler d'abord de la création stratégique. Parce que je l'ai dit tantôt, hein, on pense beaucoup à l'idée. Hein, on focus sur l'idée du contenu. Mais souvent, l'idée n'est pas rattachée à un aspect stratégique. Donc, la création stratégique, pour moi, c'est vraiment la base, c'est un peu la fondation de votre stratégie de contenu. Puis plus que ces éléments-là, vous allez les maîtriser, plus ça va être simple pour vous de créer du contenu. Fait que la création stratégique, donc, la création stratégique, c'est vraiment là qu'on va définir la vision, qu'on va s'assurer qu'on a les éléments clés pour que tout le reste de la stratégie de contenu fonctionne. Encore une fois, si toi, tu pars pas de cette portion-là stratégique, puis tu as mieux partir des idées, mais il n'y a pas de problème. Ou tu veux partir d'une plateforme, ou tu veux partir d'un format de contenu. Il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, quand tu vas créer ce contenu-là en partant d'une idée, d'un format, d'une plateforme, peu importe, il faut que tu t'assures que tu aies coché les éléments qu'on va voir sur la prochaine slide. OK? Donc, pour chacun des 5 éléments clés du framework Code 7X, ben, on a 7 éléments clés par chacune des 5 étapes. Okay? Donc, ici, on voit les 7 éléments clés dans la portion de la création stratégique. Donc, pour moi, ça, ces 7 éléments clés-là, ici, c'est des éléments qui sont fondamentaux à notre stratégie de contenu. Okay? Puis ça fait partie vraiment
des éléments qui souvent, quand je regarde une stratégie de contenu, ben c'est là qu'on a les plus gros défauts. Puis je sais que c'est long, puis c'est plate à faire, là, cette portion-là, mais c'est vraiment un élément clé. Puis donc, c'est important de toujours s'assurer qu'à chaque fois qu'on écrit du contenu, il faut que ça soit les deux premiers, là, c'est les deux éléments les plus importants de votre stratégie de contenu. Il faut que ça soit aligné à vos objectifs d'affaires, hein, que ce soit rayonnement, que ce soit sensibiliser, éduquer, informer, qu'on soit en mode recrutement, marketing RH, conversion, promotion d'un produit, d'un service. Tous nos objectifs d'affaires, ils devraient être inclus dans notre stratégie de contenu. OK? Puis en lien avec nos objectifs d'affaires, on devrait avoir aussi une vision vraiment claire de notre clientèle cible. Puis cette clientèle cible-là est rendue où? Surtout dans son parcours client. Ça, pour moi, c'est des éléments clés qui nous permettent de nous assurer qu'à chaque fois qu'on crée une pièce de contenu, on parle à notre clientèle cible de choses qui les intéressent eux, mais qui sont en lien avec nos objectifs d'affaires. OK? Fait que ça, s'il y en a qui me connaissent, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de ça. Puis l'objectif aujourd'hui, c'est pas que vous vous souveniez des 7 éléments, mais dans ton processus, hein, c'est de te poser la question, je crée du contenu, puis est-ce que quand je crée mon contenu, je le fais de manière stratégique ou pas? Puis là-dedans, il y a tous les éléments ici qu'on voit qui viennent s'intégrer. OK? Fait que les dates stratégiques, est-ce qu'on a des moments clés? Hein? Puis dans les moments clés, c'est pas juste des promotions, c'est est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on veut documenter, on veut s'assurer de rien oublier. OK? Puis de nos objectifs d'affaires, de nos clientèles cibles en lien avec le parcours client, il y a des thématiques qui vont ressortir de là. Puis ces thématiques-là, après, sont là pour vous aider à développer des idées, puis peut-être justement ressortir de votre stratégie de contenu habituelle. Puis on peut aller identifier aussi des piliers de contenu qui vont nous permettre de créer du contenu de manière récurrente et stratégique et de nous simplifier la vie pour nous faire sauver du temps. C'est à ça que ça sert des piliers de contenu. Les piliers de contenu aussi nous permettent de mieux comprendre notre audience parce qu'on répète des contenus avec les mêmes formats de contenu, avec différents sujets. Puis là, ça nous permet de comprendre sur le long terme, c'est quoi les sujets qui résonnent le plus. Hein? Parce que là, on a toujours le même format de contenu, puis on peut tester différents angles, différents sujets avec nos piliers de contenu. Puis quand on a des contenus qui performent mieux dans un de nos piliers de contenu, ça nous permet rapidement de comprendre, ce sujet-là, faut que je l'exploite un peu plus parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça fait réagir. Donc, Cynthia, effectivement, là, l'enregistrement de la balado, pas du balado, mais excuse, l'enregistrement du Midi Conférence va être disponible de la part de Isarta, du côté d'Isarta, sans problème. Ensuite de ça, donc ça, c'est vraiment un des éléments clés, la création stratégique. Ensuite de ça, on a l'optimisation des contenus. Puis ça, là, c'est l'endroit où est-ce que je trouve que les gens on saute le plus, OK? Dans le sens que on a notre idée, on crée notre contenu, puis après ça, quand vient le temps de publier, on dirait que on essaie de faire ça rapidement, OK? Fait que quand vient le temps de publier, de créer notre contenu, il faut le mettre en ligne, faut le créer, puis on veut l'optimiser de manière à ce qu'il performe le mieux. C'est pas juste ton idée qui va avoir un impact, c'est est-ce que tu as pris le temps d'optimiser tous les éléments dans ta stratégie de contenu pour maximiser la performance de ce contenu-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? On a vraiment toute la notion de format, puis de ratio, puis de fonctionnalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est avant même de commencer à créer ton contenu, tu devrais te poser la question, pour ce contenu-là, pour cette idée-là, hein, c'est quoi le meilleur format que je devrais choisir en lien avec ma clientèle cible, mon objectif, encore une fois, puis où sont rendus? Est-ce que c'est un contenu que je veux, dont l'objectif est un peu plus de convertir? C'est un objectif un peu plus d'engagement? C'est quoi l'objectif de ce contenu-là? Puis en fonction de ça, on va choisir le bon format. OK? Aussi, il faut s'assurer de travailler nos ratios pour s'assurer que le contenu performe à son plein potentiel. Puis finalement, c'est quoi les fonctionnalités?
faut s'assurer que quand je suis en train de mettre en ligne mon contenu, ben que si c'est un Reel, que je m'assure de le publier dans le format Reel sur la plateforme. Si je publie un Reel, je veux m'assurer d'aller choisir des tags pour identifier le sujet de mon contenu. OK? Si c'est un visuel, je veux m'assurer que dans mon visuel, je vais avoir le bon format puis que je vais le publier dans le bon contenu. Mon visuel, qui est un carrousel sur Instagram, mais sur Facebook, il apparaît pas de la même manière. Donc, est-ce que je l'ai designé? Est-ce que je l'ai pensé de manière à ce que si je veux le mettre et sur Instagram et sur Facebook, qu'il soit dans le bon format? Mon carrousel sur Instagram, quand j'ai pour le publier sur LinkedIn, il faut que je l'exporte en PDF pour que ça fonctionne dans un carrousel interactif puis que ça fasse pas comme sur Facebook, hein, un genre de petit album photo. Fait que c'est ça que je parle quand je parle des fonctionnalités. Évidemment, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de vous parler comme de toutes les best practices par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est surtout de vous présenter le framework pour que vous puissiez vous poser ces questions-là. Donc, on parlera pas nécessairement des ratios de manière spécifique puis des fonctionnalités, mais je veux que vous gardiez en tête que pour la portion optimisation du contenu, on soit vraiment dans cette notion-là on s'assure d'avoir les bons ratios. L'autre chose que je remarque qui fait... Si je te coupe, il y a Mélanie qui te pose la question que veux-tu dire par ratio? Qu'est-ce que je veux dire par ratio? Merci Isabelle. Je me demandais d'où venait la voix puis le son. Donc, merci Isabelle. Mélanie qui pose la question, qu'est-ce que je veux dire par ratio? Les ratios, c'est les formats de nos contenus. Ben, on a le format qui peut être un carrousel, un vidéo ou quoi que ce soit. Les ratios, c'est vraiment le nombre de pixels. Hein? Est-ce que c'est un ratio qui est vertical plein écran? Est-ce que c'est un ratio qui est carré? Donc, un format 1:1, un format 16:9, 9:16 ou un format 4:5. OK, donc il y a différents ratios dans notre stratégie de contenu, puis c'est de s'assurer justement qu'on a les bons ratios. Par exemple, si on fait de la publicité Facebook où on a un contenu qui est uniquement organique, ben peut-être qu'on n'utilisera pas exactement les mêmes ratios. Donc, il faut se poser ces questions-là par rapport au format, aux ratios puis aux fonctionnalités. Ensuite de ça, le branding. Le branding, je trouve, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis le branding, on a tendance à penser que c'est juste notre logo, mais le branding, il est extrêmement important. Puis je vois deux choses. Soit que souvent les gens, ils changent leur couleur ou ils changent les couleurs en fonction de là c'est Noël qui s'en vient, bon ben là on va mettre des couleurs de Noël, puis là c'était l'Halloween, on avait des couleurs d'Halloween. Non, votre branding c'est vos couleurs, c'est pas juste votre logo, c'est pas juste de mettre un logo sur notre visuel, c'est de s'assurer qu'à chaque fois qu'on crée du contenu que les gens ils nous reconnaissent rapidement. Puis ça c'est complètement lié avec le ton de la marque. Puis votre branding puis votre ton de la marque, ça c'est là que vous devez absolument connaître par cœur ces éléments-là pour vous permettre que à chaque fois que vous êtes en train de créer du contenu, c'est simple pour vous d'intégrer ces éléments-là. Le ton de la marque, tantôt quand je parlais de votre unicité, hein, c'est qu'est-ce que les gens vont ressentir à chaque fois qu'ils vont vous lire. Le ton de la marque, c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. C'est ton unicité. Hein, ton ton de la marque est directement lié à ton branding, tes valeurs, la mission de ton entreprise. Tout ça, c'est ensemble. Puis ça devrait se ressentir dans chacun de vos contenus. Puis ça, c'est l'élément qui manque le plus dans la majorité des contenus que je remarque. C'est ton contenu, on pourrait changer les couleurs, puis le logo, puis on pourrait pas savoir que ça vient de toi. Hein? Ça peut revenir de n'importe où. Donc, comment vous allez trouver cette unicité-là avec le ton de votre marque puis votre branding? Donc, ça, c'est vraiment des éléments clés. Puis après ça, il y a la manière qu'on va structurer notre rédaction. Hein, tout le contenu qu'on publie sur les médias sociaux, il est accompagné d'un texte. Ce texte-là, hein, ça nous prend une accroche qui est forte dans notre création de contenu. Ça, si tu n'as pas ça, que ce soit dans ton contenu vidéo, que ce soit dans ton contenu visuel comme un carrousel ou une story, que ce soit dans ton contenu écrit en termes de rédaction de ton caption, le petit texte qui accompagne ton élément visuel sur une publication ou la première ligne de ta publication de texte, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ta performance. Donc, ça te prend absolument un accroche.
de plus en plus, on est dans une époque où est-ce qu'on n'est plus sur des réseaux sociaux, on est sur des médias sociaux. Fait que c'est des algorithmes qui propulsent notre contenu. Pour que ces algorithmes-là propulsent notre contenu, ils analysent le contenu. Puis à l'intérieur de cette analyse-là, on regarde c'est quoi les mots-clés qui sont utilisés pour comprendre le contenu, il parle de quoi. Donc, quand on est en mode rédaction de notre contenu, que ce soit le contenu qui est écrit par-dessus la vidéo, que ce soit le contenu qui est écrit sur nos visuels ou dans notre caption, il faut s'assurer qu'on a des mots-clés qui sont forts, qui permettent à l'algorithme de comprendre puis de distribuer notre contenu aux bonnes personnes. Oui, avant, les hashtags étaient hyper importants pour aider à ça. Maintenant, il n'y a pas juste les hashtags qui ont un impact, c'est toute ta rédaction. Fait que si ton caption est vraiment court puis il y a juste une ligne, tu n'as pas de place vraiment pour mettre ta rédaction SEO. Tu ne veux pas un caption qui est nécessairement court, tu veux surtout un caption qui est complet, qui a plein de mots-clés. Et tu veux ton accroche forte avant qui fait ce travail-là d'être court et punché. Puis finalement, qu'est-ce qu'on veut quand on fait notre publication? On veut s'assurer qu'on ait un objectif clair en lien avec cette publication-là et donc ça nous prend un appel à l'action absolument sur notre création de contenu pour s'assurer que les gens prennent une action, que ce soit d'amener les gens à commenter, à cliquer sur un lien, à regarder le contenu au complet, etc., etc., poser une question pour amener les gens à commenter. Parlant de commentaires, ça, c'est un autre élément clé. Prendre le temps d'aller commenter. Il y a une statistique récemment qui est sortie qui disait que 51% des gens se souviennent plus d'une marque quand la marque prend le temps de répondre aux commentaires. Fait que là, je vais juste nommer 2 marques qui le font super bien au Québec, Maxi et Hydro-Québec. Assurément, tout le monde ici les trouve inspirants. Puis, pourquoi on se souvient de cette marque-là? Beaucoup vont nommer comment ils interagissent dans les commentaires. Donc, ça, c'est vrai. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont nommé tantôt. C'est un défi d'amener les gens à commenter. Donc, ça, c'est ton appel à l'action qui est là pour amener les gens à commenter, poser des questions, amener les gens à interagir avec ton contenu. Puis sinon, c'est à vous aussi d'aller dans les commentaires pour développer ce réflexe-là. Donc, venir poser plus de questions aux gens, amener vraiment un niveau d'interaction, puis peut-être être le premier à commenter pour poser une question qui est complémentaire. Donc vraiment, ou dire, hey, on vous met un élément bonus, une information bonus en complément dans les commentaires pour forcer les gens justement à aller dans les commentaires. Donc les commentaires, c'est une des interactions qui a le plus de valeur pour la majorité des algorithmes. Donc, faut que vous ameniez les gens à commenter. Fait que ce soit en posant des questions, en commentant vous-même ou en ajoutant de l'information pertinente dans les commentaires qui est complémentaire au texte. Oui, effectivement, Vincent, quand on publie sur Instagram, il est préférable d'écrire un plus long texte plus qu'une petite description avec des hashtags. Je te dis pas de pas du tout utiliser les hashtags, Vincent. Les hashtags demeurent pertinents et importants, mais c'est pas ça uniquement qui va faire la différence. C'est vraiment la composition de ton texte qu'il y a dans ton caption, par-dessus ta vidéo et sur tes visuels si tu fais des contenus carousel. Donc, les algorithmes et les intelligences artificielles de reconnaissance sont capables de lire tout ça. On continue rapidement parce que le temps passe vite. Ça, c'est l'autre endroit où est-ce que je trouve que on crée une pièce de contenu, on se dépêche à la publier, on l'automatise, puis c'est fini, puis on passe à la prochaine pièce de contenu. La distribution puis la déclinaison, OK? On devrait prendre autant de temps à travailler notre distribution puis nos déclinaisons de contenu qu'on prend de temps à créer des nouveaux contenus. C'est là qu'on va vraiment tirer un maximum de profit de nos idées. Fait que ceux qui sont tout le temps en manque d'idées, ça, c'est une bonne manière d'essayer de se renouveler. Ceux qui ont plein d'idées, encore une fois, c'est une belle manière aussi de voir comment vous êtes capable de créer du contenu qui est différent. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a comme 2 sortes de contenus qu'on voit vraiment beaucoup. On a du contenu éducatif, on démontre notre expertise, on montre que on éduque notre clientèle cible, puis on a du contenu promotionnel. Mais ici, là, regardez, on a 7 catégories de contenu qu'on devrait absolument intégrer dans notre stratégie de contenu. Tantôt, j'ai vu plein de gens qui me disaient « Hey, j'ai de la misère avec le reach, on a de la misère avec l'engagement, etc., etc. » Pour essayer de
maximiser les chances qu'on va chercher de l'engagement, ben, il faut s'assurer que dans notre stratégie de contenu, on n'a pas juste du contenu promotionnel, puis pas juste du contenu informatif ou éducatif. Faut s'assurer de varier nos catégories de contenu. Pour chacun de nos objectifs d'affaires et nos clientèles cibles, on devrait s'assurer d'aller piger dans les 7 contenus qu'on a ici. Fait que le premier, c'est du contenu inspirant. On a tendance, puis vous allez remarquer qu'ici, j'ai pas mis de contenu polarisant. C'est vrai que ton contenu polarisant a tendance à générer beaucoup d'engagement. Mais moi, je suis pas une personne négative, puis je trouve que le contenu polarisant, ça peut être aussi très, très dommageable pour une marque. Si tu es tout le temps en train d'essayer d'amener les gens à se confronter, ben c'est pas l'idéal pour ta marque. Donc, j'ai éliminé un peu plus le contenu polarisant. Mais même si ton contenu polarisant a tendance à super bien fonctionner, les contenus les plus virals sur Internet, c'est prouvé que c'est les contenus qui sont inspirants. Hein, il y a plein de campagnes, là, on voit pendant les Olympiques, pendant des compétitions internationales, plein de contenus inspirants que les marques font pendant le Super Bowl, etc., etc. Ben, c'est ce contenu-là qui a tendance à être le plus viral. Fait que si vous êtes capable d'intégrer du contenu inspirationnel dans votre stratégie, ça va avoir un impact énorme sur la viralité et la visibilité de vos contenus. Contenu éducatif, pas besoin d'en parler, tout le monde vous en parle tout le temps. Contenu d'engagement. Le contenu d'engagement, c'est quoi? C'est un contenu dont l'objectif numéro 1 est de générer de l'interaction, de l'engagement envers notre clientèle cible. Hein, il y a même des formats de contenu dans le petit visuel. Là, on a les catégories en premier, en deuxième, on a les formats. Dans les formats, on a les stories. Dans les stories, on a plein de stickers. Ces stickers-là, c'est des outils pour favoriser l'engagement. Fait que c'est sûr que dans votre stratégie de contenu, on devrait avoir des contenus dont l'objectif numéro 1 est de générer un engagement, que ce soit des commentaires, que ce soit des réactions, etc., etc. On veut générer de l'engagement. Ça, trop de marques passent à côté de ça. Les contenus d'engagement, ça peut être, oui, du contenu divertissant, comme on le voit sur la prochaine, dans l'autre catégorie, mais ton contenu d'engagement, ça peut être aussi des questions qu'on va poser à notre public. Ça peut être des quiz, ça peut être des charades. C'est juste du contenu qui est là pour générer des interactions puis connecter avec notre audience. Ensuite de ça, ce qu'on veut, c'est du contenu aussi divertissant. Puis là, attention, quand je dis du contenu divertissant, je suis pas en train de te dire que tu es obligé d'être drôle puis de créer du contenu qui est absolument à saveur humoristique. Divertissant, hein, il y a plein de séries sur Netflix qui sont pas drôles, mais sont quand même divertissantes. Fait qu'on est capable de créer du contenu qui est divertissant, mais qui est pas humoristique à proprement dit. C'est sûr que dans ton contenu divertissant, quelque chose qui peut être intéressant à tester, c'est le contenu de format meme, hein, des contenus à savoir peut-être un peu plus humoristique dans lequel les gens vont se reconnaître, mais ça peut être aussi uniquement du contenu relatable, du contenu dans lequel les gens vont se reconnaître. Okay? D'ailleurs, ton contenu divertissant, qui est relatable, on en voit vraiment beaucoup dans les tendances. Hein? Fait que dans l'autre catégorie, la 5e catégorie, on voit les tendances et le contenu réactif. Donc, ne pas avoir peur d'aller s'inspirer des contenus qui sont tendances. On le voit du côté des memes. Des fois, il y a des templates de memes qui deviennent tendances, mais on le voit beaucoup du côté des formats de contenu vidéo courte durée, comme les TikTok, les Reels, les Shorts. Des fois, il y a des formats tendances. Hein? Il y a des concepts, il y a des idées qu'on peut s'approprier et qu'on peut intégrer notre petite touche qui est en lien avec notre clientèle cible, hein, puis leur réalité, que les gens se reconnaissent dedans. Donc, ce contenu-là, relatable, c'est un contenu qu'on devrait absolument intégrer dans notre contenu divertissant. J'ai parlé un peu des contenus de tendance, mais il y a tout le contenu qui est tendance et ou réactif. Hein, dans ce contenu-là, c'est beaucoup du contenu qui est en lien peut-être avec l'actualité dans notre domaine. Évidemment, moi, je suis dans le monde des médias sociaux, je suis chanceux, il y en a plein d'actualités, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Fait que moi, du contenu réactif, j'en fais bien, plein. Mais je vais vous donner un autre exemple. Récemment, il y avait l'Halloween. Hein, fait qu'avec l'Halloween, j'ai repris un format de meme et j'ai créé une couple de memes en lien avec l'Halloween. Ça, c'est du contenu qui est à la fois réactif, divertissant et tendance. Fait que j'ai été vraiment créer ce genre de contenu-là. Ça a super bien fonctionné. Des memes, j'en fais pas vraiment créer souvent, mais je me suis dit, je vais essayer de créer un contenu qui est un peu plus réactif, qui est en lien avec une tendance actuelle, qui est l'Halloween. Puis j'ai intégré ça dans ma stratégie de contenu, puis ça a eu quand même un impact super intéressant.
Donc là, du contenu réactif ou du contenu de tendance, ça vous en prend aussi. Essayez de surfer sur qu'est-ce qui fonctionne. C'est prouvé. C'est 35% des gens qui souhaitent voir du contenu de ce style-là des marques, qui proviennent des marques. Okay? Fait que ça, c'est une stat quand même qui est intéressante. La majorité des gens vont trouver ça vraiment intéressant de voir une marque aller surfer sur une tendance puis se l'approprier. Donc, côté actualité aussi, toute la notion de surfer sur une nouvelle pour essayer d'aller chercher un peu de visibilité, ça peut être quelque chose de super intéressant aussi. OK, on continue avec le contenu de collabo, UGC, etc., etc. Le contenu collabo puis le UGC, c'est simple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce genre de contenu-là, c'est du contenu qui va te permettre d'aller chercher de la visibilité à l'extérieur de tes abonnés à toi. OK? Donc, c'est du contenu qui va apparaître non seulement potentiellement sur ton compte médias sociaux à toi, mais aussi qui va apparaître sur les comptes de médias sociaux d'autres personnes. Fait que du UGC, hein, c'est du User Generated Content, c'est du contenu qui provient généralement de nos abonnés, de nos clients, de toute la kit. Ben ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, mais on est capable d'essayer d'avoir des appels à l'action dans nos processus, d'amener les gens à créer du contenu en lien avec notre marque. Sinon, il y a le contenu de type collabo aussi. Le contenu de collabo, ça peut être avec des partenaires d'affaires, ça peut être avec des individus clés dans votre industrie, ça peut être avec des créateurs de contenu, puis ça peut être avec des influenceurs. C'est ça des collabos. Par exemple, tantôt on parlait du podcast Le Social Show. Dans mon podcast, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher des invités qui ont quand même déjà des bases d'abonnement pour essayer d'aller chercher non seulement leur connaissances puis le partager avec ma communauté, mais aussi avoir potentiellement de la visibilité dans leur communauté. Donc, de collaborer avec eux sur ces contenus-là, c'est super intéressant en termes de visibilité croisée. Mais il y a d'autres manières aussi d'aller chercher de la visibilité de collaboration. C'est en ayant collaboré avec d'autres marques. Par exemple, avec Isarta, on collabore sur le podcast. Isarta vient chercher de la visibilité dans mon podcast et moi, je vais aller chercher de la visibilité avec les publications qu'Isarta fait sur mon podcast. Donc, tout le contenu collabo comme ça, on est capable maintenant de faire des contenus de collabo avec les carousels, par exemple. On est capable de faire d'aller chercher de la visibilité croisée avec les fonctionnalités comme les collabs. Donc, encore une fois, tantôt, je parlais de l'importance de choisir les bonnes fonctionnalités pour l'optimisation de nos contenus. Ben, le format collabo, on a des fonctionnalités spécifiques à ça, puis il faut en profiter. Et finalement, ben, il y a le contenu promotionnel, hein, tous les rabais, toutes les promotions, toutes les campagnes. Ça, pas trop besoin d'en parler parce que vous avez l'habitude. Mais c'est important de comprendre que ton contenu promo, il n'est pas obligé d'être du contenu promotionnel non plus. Tu es capable d'avoir un contenu divertissant, puis à la fin de ton contenu divertissant, avoir un appel à l'action qui est en lien, hein, qui est un peu plus promotionnel. Ton contenu prioritaire est divertissant, mais ton appel à l'action peut être lié avec un call to action un peu plus promotionnel quand même potentiellement. Fait que ça aussi, c'est un élément à considérer. Vous n'êtes pas obligé de faire du contenu promo. Ça peut être un contenu qui est inspirant et qui est en lien avec une promotion aussi. Fait que essayez de jouer avec ça. Puis évidemment, ben le contenu promotionnel, faut s'assurer quand même de l'intégrer à notre stratégie de contenu parce que c'est là qu'on va essayer de capitaliser. Mais c'est normal que votre contenu promotionnel va avoir tendance à moins bien performer. Puis c'est pour ça qu'on peut avoir un mix dans notre stratégie de contenu par rapport à différents styles de contenu. Et ce qu'on veut par la suite, c'est qu'on part de tous ces formats, toutes ces catégories-là. Puis là, on veut le passer à travers le filtre de différents formats. Hein? Fait qu'une idée, un concept, on est capable de multiplier la quantité de contenu qu'on va faire parce qu'on est capable de le décliner en plusieurs formats. Hein? Fait que là, ton idée, tu la déclines en la passant par différentes catégories. Hein? Ta thématique ou ton sujet, tu es capable d'essayer de trouver avec le même sujet, trouver une manière d'en parler de manière inspirante, engageante, divertissante. Y a-tu de l'actualité? Y a-tu une tendance en lien avec ça? Puis après ça, tu es capable d'essayer de la décliner dans différents formats en plus. Donc ça, c'est quand même un élément clé aussi. Fait que quand on manque d'idées, essayez de voir, y a-t-il des contenus que j'ai faits qui ont déjà super bien performé, que je pourrais juste faire un autre format de contenu. J'ai un article de blog que j'avais écrit. Ben, dans cet article de blog-là, est-ce que je suis capable de le transformer en carrousel? Est-ce que je suis capable de faire une vidéo sur un élément clé de cet article de blog-là? C'est ça, encore une fois, la notion de déclinaison. Puis,
dans la portion de déclinaison et distribution, bien évidemment, il y a de publier ça sur un maximum de plateformes. OK? On est dans une époque où est-ce que l'attention des gens est ultra fragmentée d'une plateforme à l'autre. OK? C'est pas vrai que ta clientèle qui est sur Facebook n'est pas sur Instagram ou que ta clientèle qui est sur Instagram n'est pas sur LinkedIn. Généralement, un utilisateur moyen a 6,1 comptes de médias sociaux. OK? Donc, ça, c'est un utilisateur moyen. Puis récemment, il y avait des stats sur l'utilisation des balados, même les balados où est-ce qu'on pense que les gens ils vont choisir Apple Podcasts ou Spotify ou Google Play. Ben même sur des plateformes comme ça où est-ce qu'on a tendance à penser que les gens sont beaucoup plus captifs d'une application, ben on voit que les gens utilisent 72% des gens utilisent plus qu'une application pour écouter leur balado préféré, que ce soit Apple, Spotify, YouTube, des plateformes comme Audio qui ont des contenus exclusifs ou quoi que ce soit. Fait que même dans un univers comme le balado, les gens sont multiplateformes, sont sur plein de plateformes. Donc, pour vous, un autre élément clé pour maximiser votre visibilité, c'est de publier sur un maximum de plateformes. Et donc, on voit ici qu'on a plein de plateformes. Puis c'est pas rare que des fois, moi, je vais faire une publication avec des entreprises. On va publier et sur Facebook, et sur Instagram, et sur TikTok, un Reel. Puis des fois, ça performe mieux sur Instagram. Des fois, ça performe mieux sur TikTok. Mais en publiant sur les trois, ben, tu t'assures quand même d'aller générer un maximum de visibilité sur ton contenu. Le temps passe rapidement, fait qu'on s'en va. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, Francis. Il est 12h48. On va forcément déborder. Penses-tu terminer, par exemple, à 12h55, 13h? Ah ouais, 12h55, on devrait être bon. Là. Ça, c'est ma plus grosse slide là, qui avait beaucoup de juice. Parfait. Comme ça, les personnes sont au courant. Il y avait aussi une question de Mélanie qui était par rapport à la publication sur LinkedIn, par rapport aux commentaires de sa propre publication, si ça nuit à l'algorithme. Oui, Mélanie qui dit que sur LinkedIn, par exemple, là, effectivement, j'ai lu ça moi aussi que théoriquement, si tu es la première personne qui commente sur LinkedIn, ça pourrait avoir un impact négatif sur l'algorithme. C'est quelque chose qui est possible. Moi, personnellement, des fois, je commente en premier sur une publication, puis ma publication fonctionne quand même super bien. Donc, faut faire attention avec ces petits... ces rapports-là qu'on lit là, d'experts qui font plein d'analyses et tout le kit. Parce que en réalité, tu sais, l'algorithme, c'est assez random. Hein? Fait qu'au-delà de prendre le temps de soi-même commenter sur la publication, c'est est-ce que ta publication va générer aussi de l'engagement de manière globale? Fait que ça aussi, ça peut avoir une différence, mais c'est quelque chose que peut-être vous pourriez prendre en considération sur une plateforme comme LinkedIn. Mais je ne vais pas passer trop de temps non plus sur cet aspect-là parce que un peu de la misère avec ces statistiques-là des fois. L'évaluation des performances. OK, donc là, le prochain élément que je vous donne, c'est comme un framework dans un framework, si on veut. Fait que là, quand on fait notre stratégie de contenu, ben oui, on peut partir d'une idée pour la passer à travers toute la portion qu'on voyait tantôt, les catégories de contenu, les formats, etc., etc. On peut l'optimiser, si c'est ça. Mais ce qu'on veut aussi, c'est on peut partir d'un contenu pour le recycler. Hein? Fait que pour ça, ben on doit vouloir aller analyser les performances puis comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien dans une stratégie de contenu. Fait que là, ici, je vous ai donné vraiment un petit framework par rapport à l'évaluation des performances. OK? Fait que là, on est dans le E du code 7X, les 7 éléments clés, hein, les 7 étapes d'une analyse de performance, c'est que à la base, la première chose qu'on devrait regarder, c'est les objectifs, les KPI. OK? Ensuite de ça, on analyse pour essayer de faire un constat. Hein, le constat, c'est hey, telle publication a vraiment mieux performé que les autres. Telle publication vraiment moins. De ce temps-là, il me semble que notre taux d'engagement diminue. Hein, c'est ça des constats. C'est de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire pour essayer d'aller rajouter un certain contexte. Hein, trouver le contexte par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut poser le constat? Le contexte, c'est on peut comparer par rapport à une autre période. Où là, on suit une formation, on change notre stratégie de contenu, on améliore des choses. Donc là, notre contexte, c'est
on a apporté des modifications à notre stratégie, c'est quoi le résultat? C'est quoi l'impact? C'est ça le contexte. Ensuite de ça va nous amener à définir, à donner des hypothèses par rapport à pourquoi ça fonctionne bien ou ça n'a pas bien fonctionné. De ces hypothèses-là vont découler des facteurs explicatifs. Avec ces facteurs explicatifs-là, on va vouloir aller émettre des recommandations qui vont nous amener à prendre des actions. Fait que ça, c'est les 7 étapes qu'on devrait avoir dans notre stratégie de contenu. Donc, on identifie nos objectifs d'abord. Avec ces objectifs-là, on a des indicateurs clés de performance. Puis après ça, on essaie de comprendre le constat, contexte. On trouve des pistes. On essaie de trouver les facteurs explicatifs, puis recommandations, actions. Fait que ça, c'est vraiment la portion évaluation des performances. Puis, finalement, on a l'amplification. On l'a vu tantôt, c'est vrai qu'on est dans une époque où est-ce que les médias sociaux, on a beaucoup de difficultés à rejoindre les gens. On est transformé de réseaux sociaux à médias sociaux où est-ce qu'il y a beaucoup de recommandations de l'algorithme et donc c'est même difficile d'atteindre nos propres abonnés. Dans ce contexte-là, on n'a pas le choix, si on veut rentabiliser chacune de nos pièces de contenu, d'investir un minimum en amplification. C'est quoi l'amplification? C'est des boost posts, c'est de la publicité ciblée avec les outils publicitaires de Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Toutes les plateformes ont leurs outils publicitaires. Et encore une fois, ici, je vous ai donné 7 éléments clés pour investir sur vos contenus. Mais le plus important, c'est le premier. C'est d'investir de l'argent sur vos meilleurs contenus, pas sur vos pires contenus. OK? Donc, ça, c'est une erreur que je vois souvent. Puis, ce qu'on veut par rapport à ça, c'est vraiment s'assurer qu'on va structurer nos publicités de manière à ce qu'ils performent le mieux. Et ton amplification va permettre que ta création de contenu rejoigne plus de gens, et génère plus de résultats. Donc, l'amplification est devenue vraiment un élément clé de votre stratégie de contenu pour rentabiliser au maximum, surtout si présentement vous sentez que vos algorithmes, que votre portée organique ne performe pas super bien. Donc, 5 éléments clés, quand vient le temps de créer du contenu, on veut s'assurer qu'on crée un contenu qui est stratégique, qu'on a pris le temps d'optimiser notre contenu pour la plateforme, pour le format, avec tous les éléments clés que je vous ai mentionnés. On veut s'assurer de distribuer puis de décliner au maximum nos contenus. On va évaluer les performances en temps réel pour adapter notre stratégie, puis on va aller amplifier les meilleurs contenus. Fait que ça, dans votre stratégie de contenu, c'est vraiment un cadre qui devrait vous donner l'espace de créer. OK? Maintenant, c'est à vous, avec ces 5 éléments clés-là, d'arrêter de vous poser trop de questions sur le comment, puis le pourquoi, puis tout le kit. Puis vraiment, avoir ça en tête, 5 éléments clés là, dans votre stratégie de contenu, puis vous donner maintenant l'espace de créer, puis arrêter d'essayer de trouver la recette magique. Voilà! Merci beaucoup, Francis. Oui, il y a des questions. Je vois Martine, Isabelle et Adriana. Donc, ça va être les seules questions qu'on va prendre. Il est 12h55. Je te laisse y répondre. Oui, donc Martine qui parle des marques qui sont nombreuses à réagir au décès de Carl Tremblay. Le chanteur qui est décédé, le chanteur des Cowboys Fringants qui est décédé. Puis effectivement, on voit que c'est des contenus qui génèrent beaucoup d'engagement. Donc ça, c'est un bel exemple de contenu où est-ce qu'on réagit à une tendance. Après ça, au-delà de juste publier pour publier là-dessus, c'est de voir comment on peut se l'approprier à notre marque en gardant le ton, en gardant notre branding en lien avec ça, puis que ça soit vraiment aligné à un objectif d'affaires, pas juste faire cette publication-là pour faire la publication non plus. Fait que là, ça, c'est un bel exemple d'un contenu tendance, mais qu'on veut s'assurer qu'on le passe à travers le code 7X, qu'on s'assurer qu'il y a un aspect stratégique puis que ça parle à notre clientèle cible aussi dans l'aspect création stratégique. Adriana, un exemple d'amplification. Oui, en fait, c'est simplement, Adriana, là, d'intégrer les outils publicitaires de Facebook. Donc, un exemple d'amplification. Je vais vous donner un exemple vraiment concret. Quand la plateforme Threads est sortie, j'ai passé comme une nuit à rédiger un article de blog
qui parlait de tous les éléments clés à savoir sur Threads, toutes les questions qu'un gestionnaire de médias sociaux pouvait se poser en lien avec Threads. Ben, ce contenu-là, moi, ça m'a pris comme vraiment beaucoup de temps à produire. Je l'ai publié sur mes médias sociaux. Quand j'ai publié sur mes médias sociaux, il y a eu un bon niveau d'engagement. Mais je me suis dit, c'est un bon moment pour moi de bien me positionner en lien avec cette nouvelle plateforme-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été mettre de l'argent dessus pour générer beaucoup plus de trafic. Et donc, à la place de générer, par exemple, 200 clics sur un article de blog qui m'a pris une nuit, ben, j'ai investi une couple de dizaines de dollars dessus. Ça a fait exploser la quantité de clics. Donc, et cette quantité de clics-là a eu un impact bénéfique aussi sur mon nombre d'abonnements à mon infolette. Donc, mon investissement sur un contenu que je savais qu'elle allait bien fonctionner a généré non seulement du trafic, mais aussi généré des conversions. Fait que c'est ça la clé aussi, hein, c'est de miser sur les bons contenus puis de prendre le temps d'amplifier. Si j'avais juste publié ce contenu-là de manière organique, ben c'est juste ma communauté qui l'aurait vu principalement, un peu de rayonnement peut-être à l'extérieur, mais j'aurais sûrement pas eu autant de nouveaux abonnés à mon infolette. Un énorme merci, Francis, c'était très pertinent, comme d'habitude. Ben, merci encore, Isabelle, à toi et toute l'équipe de me donner la chance de dévoiler le code CETEX pour la première fois. Alors, merci également aux participants d'avoir été présents. Je vous invite à vous inscrire aux formations de Francis qui sont sur le site Visarta. Donc, toutes les formations sont à partir de janvier. Je vous ai mis le lien dans le chat. Alors, nous, on se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau Midi Express. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bye. Bye bye.